François Pépin est professeur en classe préparatoire et il est chercheur associé à l'IHRIM, donc Institut d'histoire des représentations et des idées dans les modernités. Et il a publié La philosophie expérimentale de Diderot et la chimie, philosophie, sciences et arts, chez Classic Garnier en 2012, que je vous conseille d'ailleurs. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Donc, j'avais proposé comme titre les qualités de la matière, donc je l'ai conservé. Je vais commencer par peut-être souligner le paradoxe de cette idée de qualité de la matière, paradoxe au moins apparent, pour ensuite voir à quel point, chez Diderot, le paradoxe est dissipé, ou pour dire que l'idée de qualité de la matière est pleinement assumée. Le paradoxe peut être présenté de la manière suivante. Il est courant de penser que la révolution scientifique, telle qu'on l'a conçue d'une manière assez classique, par exemple avec Coiré, a tendanciellement dissipé les qualités, à la fois dans la philosophie et dans la science, autour de l'idée de traitement mécanique et quantitatif des quantités. On le voit avec, par exemple, au début du XVIIIe siècle, la naissance d'une espèce de chimie nouvelle, d'une chimie mécaniste, qui essaie par exemple de représenter les éléments ou les corps tels qu'on les conçoit dans leur simplicité par des figures et des mouvements. Par exemple, les acides auraient des petites pointes qui attaqueraient les pores de certains métaux, ce qui expliquerait les processus de dissolution. Donc même dans une science comme la chimie, qui pourrait pourtant sembler traditionnellement qualitative, on peut penser que tendanciellement, une espèce d'esprit scientifique nouveau a souligné l'importance des traitements quantitatifs, soit par l'intermédiaire de mesures, et dans la possibilité que parfois on a de transformer ces mesures en lois, soit, c'est plutôt le cas par exemple pour la chimie, dont je reparlerai plus tard, par l'intermédiaire d'un imaginaire corpusculaire qui ramène les qualités apparentes, sensibles et aussi, on pourrait dire, les propriétés qui semblent inhérentes aux objets, à des modèles corpusculaires imagés, donc des figures et du mouvement. Alors c'est quelque chose qui est peut-être bien connu, on peut le rappeler pour souligner que c'est quand même un point névralgique de la révolution scientifique, entre guillemets, et que s'il y a, bien évidemment, comme on le sait, par exemple autour de Leibniz, une réhabilitation des qualités avec la volonté de concilier les modernes et les anciens, comme dit Leibniz, chez un certain nombre d'auteurs, on pourrait dire que le traitement scientifique tend à soit remplacer ces qualités par quantité, soit à traiter quantitativement ces qualités. Par exemple, on peut considérer que dans la dynamique leibnizienne, il y a bien un traitement quantitatif de ce qui est une sorte de qualité sur le plan moins métaphysique. Alors, qu'en est-il autour de Diderot, avant de voir cela chez Diderot lui-même? Eh bien, autour de Diderot, les choses peuvent sembler assez nuancées, mais on peut quand même continuer à maintenir ce premier, disons, postulat hein, d'un traitement quantitatif des qualités qui serait une espèce de mot d'ordre, en fait, hein, de l'esprit scientifique nouveau. En effet, si on prend par exemple d'Alembert et plus largement le traitement des sciences physico-mathématiques dans l'encyclopédie, on voit bien qu'il y a non seulement une extension du modèle nomologique, hein, construction de lois issues de Newton, donc en gros une extension du cadre de la mécanique rationnelle, et d'autre part une méfiance peut-être accrue par rapport à certains concepts pouvant rappeler du qualitatif. Un exemple intéressant qui aide encore une fois à poser le décor est la question des qualités à la fois dans l'attraction et dans le concept plus largement de force. Par exemple, c'est l'un des apports, on pourrait dire conceptuels, épistémologiques importants d'Alembert à cette question. D'Alembert assume pleinement le cadre newtonien, hein, qui est introduit en France du point de vue, on pourrait dire technique, par Maupertuis dans un mémoire de l'Académie des sciences de 1732. Mais il n'assume pas comme Maupertuis que la gravitation soit considérée comme une force. Il va ramener la gravitation à ses effets, qui sont mesurables et intégrables dans une loi, et il va, d'une manière générale, considérer que la seule chose qu'on sait d'une force, c'est la manière dont elle s'épuise, en quelque sorte,
dans ses effets. Ce qui fait que, reprenons, on pourrait dire, un geste cartésien, sur ce plan-là seulement, D'Alembert va se méfier du concept de force et de toutes ses incarnations. On pourrait dire la gravitation renvoie à une force encore plus problématique qui serait une attraction, donc une force qui agit à distance. Mais même pour d'autres types de forces, on va ramener le concept de force à des effets mesurables, c'est-à-dire à du mouvement local. Alors c'est une question sur laquelle je reviendrai. Est-ce que le seul concept clair, le seul concept traitable scientifiquement et le seul concept qu'une épistémologie précise doit retenir du point de vue de ce qu'on pourrait appeler d'une manière générale le mouvement, ça serait le mouvement local, quelque chose donc qui est simplement de l'ordre du déplacement. Alors, c'est le choix, hein, clairement, d'Alembert, et c'est quelque chose qui apparaît dans pas mal d'articles de l'encyclopédie dont il a la charge ou dans ses éléments de philosophie. Ça apparaît aussi dans certains textes comme le discours préliminaire qui encadre l'encyclopédie. Donc on voit qu'autour de Diderot lui-même, il y a cette méfiance envers les qualités, quand bien même il faudrait accepter à un certain niveau, par exemple le tourment phénoménal, qu'il y a quelque chose qui se présente comme de l'attraction, qu'il y a quelque chose qui se présente comme, par exemple, l'action d'un acide sur un métal, ou qui se présente comme la réaction d'une partie du corps, ou l'action d'un remède sur le corps. Donc, quand bien même il y aurait sur un plan pour dire phénoménal, apparent, quelque chose qui semblerait être de l'ordre de l'action renvoyant à la force inhérente déposée en quelque sorte dans une substance ou dans un corps, et il faudrait scientifiquement et philosophiquement réduire cela. Alors, nous qui sommes tous un peu ici maintenant habitués à Diderot et à son traitement des qualités, ou du moins qui avons vu à quel point cela semble revenir chez Diderot, cette question des qualités, nous pourrions penser que le débat est facile à réouvrir. C'est pas si simple que ça, parce que si on voit par exemple les auteurs dont Diderot s'inspire beaucoup du point de vue scientifique, ce sont aussi des auteurs, je dirais non pas qui rejettent les qualités, mais qui font attention à un certain nombre de confusions. Alors je voudrais juste pour terminer la présentation de ce contexte, avant d'en venir vraiment à Diderot, souligner deux types de distinctions. On peut penser qu'en chimie, et c'est vrai, hein, il y a, après la chimie dite mécaniste du début du XVIIIe siècle, un nouveau type de chimie autour de Rouelle, dont Diderot, Rousseau, d'autres encore suivent les cours dans le milieu du XVIIIe siècle, une sorte de nouveau cadre qui va ramener un certain nombre de qualités. Alors c'est vrai, j'y reviendrai, mais ces chimistes se méfient tout de même de la confusion entre les qualités sensibles et les qualités que j'appellerai plus tard opérationnelles, disons pour l'instant les qualités qui agissent. Cette distinction est très importante parce que ça signifie que ce n'est pas parce que nous percevons d'une manière sensible une qualité qu'on peut la transposer dans un corps, évidemment vieille question qui remonte au moins pour la modernité à Descartes, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on peut facilement considérer que parce qu'un corps manifeste une propriété qui semble agir sur un autre, on peut transformer ça, qui est de l'ordre de l'apparence, en l'idée qu'il y a bien une force inhérente dans ce corps. Autrement dit, on distingue les qualités sensibles et les qualités qui pourraient agir, et ces qualités qui pourraient agir dans les corps, les chimistes comme Rouelle, ou j'en reparlerai plus tard, comme Venel, qui est le grand chimiste de l'encyclopédie, considèrent que ces deux éléments ne peuvent pas être confondus et que le deuxième, les qualités que j'appellerais opérationnelles, reste un problème. On n'assume pas comme ça qu'il y a des qualités qui agissent. On pourrait dire que même si ces auteurs vont critiquer le modèle que j'ai présenté et résumé un petit peu rapidement de la révolution scientifique classique, il y a quelque chose qui reste de ce modèle, c'est la méfiance épistémologique envers un traitement, on pourrait dire, trop naïf, trop simple du qualitatif. Un autre exemple, ce serait la physiologie et la médecine. On peut par exemple souligner à quel point un auteur comme Jaucourt, qui est le principal rédacteur des articles de l'encyclopédie, fait très attention, tout en montrant une ouverture épistémologique très grande, fait très attention au retour de certaines qualités en médecine. Alors à la fois
parce qu'il se méfie des, disons, concepts trop marqués par la chimie, du retour de ce qu'on peut appeler une iatrochimie qui voudrait transformer le corps en alambic, mais aussi parce qu'il considère que l'un des apports du cadre mécaniste, même si Jaucourt est très subtil et nuancé, c'est de chercher des explications, pas forcément claires et distinctes au sens de Descartes, mais des explications, on pourrait dire, clarifiables. Son geste est d'ailleurs assez proche de ce qu'on trouverait chez Fontenelle. Que l'on puisse tout traiter quantitativement d'emblée n'est pas une exigence qu'on peut poser, puisqu'il y a bien des savoirs qui doivent affronter une sorte, on pourrait dire, d'obscurité, ou qui doivent traiter des qualités qui ne sont pas réductibles aussi facilement à des modèles mécanistes ou à des lois, mais cette exigence, au moins sur le long terme, on pourrait dire comme horizon, qui demande qu'on puisse au moins envisager un traitement soit mécaniste, soit nomologique, ou d'une manière plus générale, quantitatif, clarifiable en quelque sorte par des quantités et des rapports de quantité. Cette exigence-là comme horizon, elle est maintenue. C'est ce qui fait que Jaucourt va s'en rejeter des approches chimiques ou d'autres types d'approches qui attribueraient une sorte de réactivité, pourquoi pas de sensibilité au corps, approche que plus tard les vitalistes assumeront pleinement, vitalistes de Montpellier. Jaucourt, pour sa part, donc, va, sans rejeter cela, manifester une certaine prudence épistémologique qui est comme un petit peu, on pourrait dire, une sorte de méfiance salutaire envers quelque chose qu'on ne rejette plus autant qu'un Descartes, mais qu'on a appris en quelque façon à considérer avec beaucoup de circonspection. Alors, qu'en est-il de Diderot? Alors, ce que je voudrais, avant d'assumer quelque chose d'assez radical comme thèse, c'est commencer par une présentation un petit peu prudente, là encore. Pourquoi? Parce que je vais m'intéresser, pour parler de qualité de la matière, dans une optique et matérialiste et très proche des sciences expérimentales comme la chimie et une certaine médecine. Je vais donc, pour faire cela, privilégier certaines thèses assez originales de Diderot, comme le fait que la matière a des qualités, que ces qualités s'expriment de différentes manières et que ces qualités ont une sorte d'inhérence qui est en même temps assez étonnante parce que ce qui est inhérent se manifeste toujours de manière différente. Autrement dit, ce n'est pas l'inhérence au sens où il y aurait une essence stable, c'est l'inhérence au sens où c'est bien en la matière que sont un certain nombre de propriétés et de forces, mais l'expression de ces propriétés et de ces forces renvoie à ce que on pourrait appeler, pour le dire vite pour l'instant, une sorte de vicissitude, c'est-à-dire c'est toujours en changement, c'est toujours modifié. Alors c'est ça que, je l'annonce tout de suite, je voudrais voir. Mais il faut considérer que Diderot est pour autant très sensible à certains apports du traitement quantitatif, peut-être moins aux apports, je dirais, de l'imaginaire mécaniste qui attribue des figures au corps et au corpuscule pour expliquer les choses, mais en tout cas, clairement, il est très sensible aux, on pourrait dire, aux apports de la mécanique rationnelle et de certaines de ses applications. Alors, il est bien connu que, notamment dans l'interprétation une sorte de limite. La mécanique rationnelle ne peut pas régir toutes les sciences, et même dans un champ dans lequel elle est, semble-t-il, reine, comme l'astronomie, il y a bien un écart entre les lois, les modèles théoriques et l'observation reste, in fine, le critère à privilégier. C'est vrai. Mais il n'en demeure pas moins que cette, on pourrait dire, sorte de prudence, cette manière de refuser aussi un impérialisme que peut-être Diderot trouve en germe à nouveau chez un d'Alembert qui voudrait que tout se ramène, pour être scientifique, à la mécanique rationnelle. Cela n'annule pas le très grand intérêt de Diderot pour la mécanique rationnelle, la gravitation universelle, dans certains cas et dans certaines conditions. On le voit par exemple lorsqu'il réagit dans ses réflexions sur l'attraction de 1761, lorsqu'il réagit à un certain nombre de modèles issus notamment d'un débat entre Clairaut et Buffon à l'Académie des sciences en 1745, un certain nombre de modèles qui sont ici portés par Clairaut, qui proposeraient, pour répondre à un certain nombre de difficultés en astronomie, de pluraliser les types de lois gravitationnelles. Donc on n'aurait pas simplement une force
proportionnelle à la masse et inversement proportionnelle à la distance au carré, mais on pourrait avoir une force inversement proportionnelle à la distance au cube. Et Diderot va aussi réagir quand on voudra transporter ces modèles-là pour expliquer ce qu'on appelle les rapports ou les affinités en chimie, c'est-à-dire un certain nombre de mélanges entre des substances qui semblent manifester des degrés d'union. J'y reviendrai. La position de Diderot est de ce point de vue-là intéressante, et je crois qu'il faut l'avoir en tête, en quelque sorte comme contrepoint pour avoir une interprétation équilibrée lorsqu'on envisage les qualités de la matière. Pourquoi? Parce que ça signifie que pour Diderot, qui réagit contre Clairaut, et pour l'instant plutôt dans l'horizon dessiné par Buffon en 1745, même si Diderot s'opposera aussi à Buffon pour les affinités, que Buffon veut traiter aussi avec la même loi, et là Diderot dira non. Donc la position de Diderot pourrait être résumée de la manière suivante. En mécanique rationnelle et pour l'astronomie, c'est la loi newtonienne. Pourquoi? Parce qu'elle a fait ses preuves et qu'il faut privilégier ici un principe d'économie. La loi newtonienne fonctionne, il faut essayer de traiter les problèmes réels qui se posent en conservant cette loi. En revanche, pour les affinités chimiques, cette loi, ce n'est pas qu'il faut la pluraliser, c'est qu'elle n'a aucune pertinence parce que les affinités chimiques, c'est un autre problème, c'est un autre type d'attraction. Je crois que c'est assez intéressant d'avoir cette distinction en tête pour comprendre que Diderot ne revient pas en arrière, ne condamne pas la mécanique rationnelle, quelque sorte, n'oublie pas l'intérêt d'un traitement quantitatif de certaines qualités. Non, il ne l'oublie pas, il le connaît très bien, il peut l'assumer pour une part, et il peut être aussi un auteur qui se fait, je dirais, le philosophe de ces aspects-là. Mais ce niveau ne suffit pas, et il n'est pas non plus le plus profond. Hein, j'insiste là-dessus. Ce que Diderot va vouloir privilégier ici, ce n'est pas une épistémologie de la clarté, quelque chose qu'on pourrait, dans la lignée de la mécanique rationnelle ou d'Alembert, appeler aussi une clarification des qualités, par exemple, ou d'autres choses. Donc, ce que Diderot va vouloir privilégier, c'est une profondeur qui est à la fois ontologique, il va falloir rentrer, si vous me passez l'expression, dans la matière elle-même, et dans le jeu d'interaction entre des forces, entre des propriétés qui l'animent, et aussi la profondeur d'un certain type de savoir qui va quitter les modèles satisfaisants intellectuellement pour essayer on pourrait dire, à la fois se transposer avec les expériences et aussi avec un certain type d'imagination dans ce qu'on peut appeler justement les profondeurs de la matière. Donc profondeur de l'imagination, profondeur de la matière, pour essayer de saisir des processus qui à la fois nous échappent dans le détail, mais se manifestent dans un certain type de phénomène qu'on voit tous les jours, ou comme dans la chimie, dans un certain type de phénomène qui se trouve dans le laboratoire. Alors, ceci étant dit, je suis désolé peut-être de cette présentation ou cette mise en contexte un petit peu longue, mais ça m'avait semblé important pour qu'on puisse voir une thèse tout en ayant en tête un certain nombre de précautions. Alors, je vous propose maintenant de m'avancer plus directement vers l'interprétation que je propose. L'idée qu'il y a chez Diderot, une conception de la matière qui serait pourvue de qualité. Alors, dit ainsi, pour l'instant, ça ne semble pas une très grande nouveauté, c'est quelque chose qui apparaît dans plusieurs textes. J'en citerai trois. Les pensées sur l'interprétation de la nature, le rêve de d'Alembert et les éléments de physiologie. On peut ajouter quelques passages des observations sur Amster-Royce pour notamment une citation ou un passage un peu long, parce que comme il est long, je ne cite pas là, mais je retiens juste un moment, où Diderot dit, et je vais partir de là, Diderot dit que le mouvement, ça n'est pas le mouvement local, que le mouvement est plus profond. Et en fait, il distingue deux types de mouvements. Un mouvement qui a plusieurs noms, il peut s'appeler ignitus, il peut s'appeler potentiel, il peut s'appeler une tendance. C'est un mouvement que, pour simplifier, je vais appeler un mouvement potentiel. Et un autre mouvement, qui lui a en général un seul nom, c'est le mouvement local, c'est le déplacement. Cette distinction, dont on trouve donc des indices dès le texte de 1753, les pensées sur l'interprétation, est développée dans le rêve de d'Alembert, à travers la célèbre image reprise en partie de Leibniz, mais complètement rénovée,
qui distingue, de même qu'il y a une force morte et une force vive, une sensibilité morte et une sensibilité vive. C'est la même distinction, c'est-à-dire c'est du potentiel et de l'actuel. On la trouve encore, comme je le disais, dans les éléments de physiologie, où Diderot va distinguer, là encore, différents types de sensibilité. Pour clarifier, on pourrait dire donc qu'autour d'une grande distinction entre du potentiel et de l'actuel, Diderot décline 3 types de, si vous me passez l'expression, sous-distinction. En mécanique, il y a, dans une lignée assez leibnizienne, des forces et leurs manifestations. Et il peut même y avoir 2 types de forces, des forces dites mortes et des forces dites vives, des forces dites potentielles, des forces dites actuelles ou actives, si vous préférez. Il y a aussi, du point de vue de la sensibilité, quelque chose comme une sensibilité potentielle, inhérente à toute matière, et une sensibilité actualisée, notamment par des processus comme la digestion, mais pas seulement, aussi par des processus d'assimilation qui ne passent pas forcément par la digestion dans le corps humain. Et il y a encore, et c'est le point que je développerai le plus, une distinction plus chimique, où il y aurait une sorte de qualité potentielle dans une substance qui s'actualiserait dans un certain contexte, et plus particulièrement, ce qui est assez paradoxal, c'est pour ça que ça demandera une analyse peut-être un peu plus suivie, les qualités potentielles d'une certaine substance qui s'actualiserait quand elle en rencontre une autre. Ce qui évidemment est un peu étonnant parce qu'on a l'impression que si c'est potentiel dans la substance A, on n'aurait pas besoin de la substance B pour manifester cette potentialité. Si, c'est le cas, nous le verrons notamment quand Diderot se fait à la fois l'interprète, je dirais, mais aussi le philosophe prolongeant les affinités chimiques. Alors, on peut le préciser, ce cadre, à partir d'une petite histoire de ces distinctions, parce que Diderot n'invente pas évidemment tout là-dedans. Je dirais, il y a 3 histoires qui se croisent et que Diderot synthétise et reconceptualise. Il y a d'abord, notamment depuis les lettres à Serena de Toland, la question du, on pourrait dire, dédoublement du mouvement en mouvement potentiel et en mouvement local. Autrement dit, il n'y a pas que la source leibnizienne proprement mécaniste, il y a philosophiquement, chez un auteur comme Toland, une distinction importante qui est clairement présente chez Diderot et chez d'Holbach, et qui consiste en quelque sorte à refuser le primat du mouvement local qui est pourtant mis en avant par la mécanique rationnelle. Le deuxième, on pourrait dire, cheminement qui est ensuite présent chez Diderot, c'est la question du nisus, N-I-S-U-S, qui veut dire effort, qui a une histoire pour le coup assez complexe, qui remonte pour une part à Gassendi, qui utilise le terme notamment dans sa relecture de l'atomisme antique pour penser le potentiel, on pourrait dire, sur le modèle de la pression des atomes qui ont un poids, une espèce de tendance à tomber. On voit que cet exemple de tendance à tomber se retrouve chez d'Holbach, il existe aussi en partie chez Diderot. Il est vrai que cet exemple peut aussi avoir une source spinoziste, qui n'est pas d'ailleurs du tout incompatible chez nos auteurs, d'Holbach et Diderot, avec la pierre qui tombe. Mais il y a cette idée, s'il y a le vocabulaire du nisus, gassindiste et atomiste, de la tendance à tomber, en raison, ici il faut bien comprendre, d'un poids qui est bien une propriété des atomes. C'est une physique qui pose problème avec la question du traitement du poids comme relation. C'est plutôt ce qui va dominer quand même dans la physique moderne. Mais là, il y a quelque chose qu'on conserve de l'atomisme malgré cette physique moderne. C'est pas forcément incompatible sur tous les plans. C'est l'idée qu'il y a quelque chose dans l'atome qu'on appelle poids qui fait qu'il tombe. Et enfin, dernier cheminement pour arriver à ces histoires croisées chez Diderot, il y a dans la tradition plus proprement chimique la distinction, je dirais, entre des états de la matière, notamment l'état élémentaire et l'état sous forme de mixtion, c'est-à-dire de mélange. L'idée est bien développée par Venel, elle est déjà très importante chez Rouelle et elle a des racines un petit peu avant. L'idée est assez simple, cela signifie qu'un élément, celui qui est
intéresse le plus les chimistes parce qu'il pose le plus de problèmes à l'époque, c'est le feu. Il y a des éléments qui ont dans un mélange des propriétés, ou pour être plus exact, qui donnent un certain nombre de propriétés au mélange. Par exemple, le feu ou le phlogistique va être principe de chaleur, mais aussi principe de couleur pour Well. Mais en lui-même, lorsqu'il n'est pas mélangé, lorsqu'il est pris dans son état isolé d'éléments, le feu n'est ni chaud ni coloré. Autrement dit, on va distinguer les états élémentaires et mixtifs de l'élément, de la matière. Alors, chez Diderot, ce qui me semble tout à fait remarquable, c'est que ces histoires peuvent être combinées avec une grande originalité. Je prends pour modèle le traitement du potentiel et de l'actuel maintenant dans 2 textes. Le rêve de d'Alembert et aussi, pour compléter sur certains plans, les principes philosophiques sur la matière et le mouvement. Dans le rêve de d'Alembert, la distinction fort célèbre, très plaisante et en même temps très profonde entre la sensibilité morte et la sensibilité vive, bien sûr, a une origine leibnizienne, et il pourrait sembler que Diderot transpose un modèle de philosophie mécaniste, mécaniste en un sens assez particulier chez Leibniz, parce qu'évidemment, au niveau métaphysique, il y a bien des qualités qui ne sont pas matérielles, qui ne sont pas seulement physiques, mais il y a bien un traitement qu'on peut appeler mécaniste en un sens, disons, assez large. Donc, je reprends, une distinction mécaniste serait transposée pour penser non seulement l'origine du vivant, mais la possibilité de renvoyer la sorte de vitalité qu'on trouve dans le vivant à la matière elle-même. En fait, je crois qu'il y a des déplacements très profonds. Pour une part, il y a bien un emprunt à Leibniz, mais en fait, on voit que le traitement est plus proche d'autres des sources que j'ai indiquées. Donc, notamment, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est qu'on coupe, on pourrait dire, le fondement métaphysique de cette distinction, qui est centrale chez Leibniz, et donc on va renvoyer la potentialité à la matière elle-même. Pour ce faire, on va considérer qu'il y a bien une tendance à s'actualiser qui renvoie non pas à une entité substantielle, immatérielle, qui in fine chez Leibniz sera la monade, mais qui renvoie plutôt à une sorte de monade physique, si l'on veut, qui est la matière elle-même, ou pour être plus exact, un certain type de portion de matière. Diderot va donc compléter cette distinction d'origine leibnizienne par les apports, on pourrait dire, chimiques et physiologiques de ces sciences-là, qui permettent de, on pourrait dire, mieux montrer que c'est au niveau des particules elles-mêmes que la tendance se joue. Donc ici, il y a 2 modèles que je vous propose. Je vais développer surtout le second. Le premier modèle, c'est un modèle qui est présent dans le rêve de d'Alembert, peut-être encore davantage dans les éléments de physiologie. C'est la distinction des sensibilités des ions et des sensibilités ensuite de la molécule et de l'âme et encore entier au niveau véritablement physiologique. Diderot va s'intéresser, on pourrait dire, à la différence des échelles, modifiant ici un certain nombre d'apports qui viennent de Haller, des médecins de Montpellier, pour, je dirais, décliner les états de la sensibilité, qui est donc, c'est ça qui est très important, non seulement potentielle ou actuelle, mais aussi différente suivant que c'est celle de l'élément physiologique, notamment la fibre, celle de l'organe ou celle encore du corps. Autrement dit, l'échelle joue aussi. Il n'y a pas que une distinction entre le potentiel et l'actuel. Il y a une distinction, on pourrait dire, en termes d'échelle qui va avec une distinction en termes d'interaction. La sensibilité de l'élément ne sera pas exactement la même si l'élément est ensuite associé à ceci ou à cela, ne sera pas la même que la sensibilité de l'organe, qui ne sera pas la même que la sensibilité, on pourrait dire, balle du corps. Alors, peut-être que cela est mieux connu. En tout cas, c'est maintenant quelque chose qui a été très bien clarifié par Motoki Terada dans sa dernière édition des éléments de physiologie. Je vais pour ma part poser une analyse un petit peu plus développée d'un autre point. Comme penser, et on le voit aussi dans le rêve d'Alembert. Excuse-moi. Oui. En fait, il y a des problèmes de connexion. Moi, je t'entends plutôt bien, mais apparemment, dans le chat, il y a des problèmes de connexion. Ouais. Alors, peut-être pour terminer, parce qu'il y a carrément des gens que ça déconnecte, qui n'entendent plus du tout.
Donc peut-être si Ah, vous pouvez enlever votre caméra, ça marchera peut-être un petit peu mieux. Et on la remettra après pour les d'accord. questions. Ouais, désolé. Très bien. Alors, désolé pour ces problèmes de connexion. Donc je voulais proposer une analyse un tout petit peu plus développée à partir du rêve de d'Alembert et puis en développant par d'autres textes de la question, je dirais, de l'assimilation locale et plus simplement encore de l'énergie, hein, que peuvent manifester sur un plan chimique des molécules. Dans le rêve de d'Alembert, c'est surtout développé à partir de la question d'assimilation, c'est-à-dire au-delà du seul modèle digestif, qui est le premier modèle, avec le fameux exemple du marbre qui devient poudre mélangée à de l'humus, qui devient ensuite terreau en quelque sorte, dans lequel on fait pousser quelque chose et qu'on finit par manger. Mais il y a un autre modèle, je dirais, plus profond et qui s'intéresse à des processus d'une échelle plus petite, ces processus d'assimilation. Qu'est-ce qui fait que dans le corps humain, tout sympathise en quelque sorte, comme disent les vitalistes de Montpellier, en tout cas quelqu'un comme Bourdieu? Comment se fait-il qu'il y a une sympathie qui se diffuse, qu'il y a une sorte de sensibilité qui se communique? Alors Diderot propose ici assez clairement un modèle chimique où il essaie de montrer que deux molécules vont s'associer et en s'associant, elles vont s'assimiler l'une à l'autre. Autrement dit, il y a une sorte de passage dans la combinaison du discret au continu. Ce passage du discret au continu, qui est par exemple développé avec la métaphore de la grappe d'abeille, est un passage qui suppose une sorte de liquidité, la liquidité étant dans la chimie de l'époque conçue comme un des principes pour activer les, disons, qualités d'un agent. C'est le principe, si vous voulez, du dissolvant. Il faut que ce soit liquide pour pouvoir agir. Et on voit aussi par d'autres aspects, notamment par le fait que Diderot emprunte une image à Rouelle, cette idée que quand on accède au niveau le plus proprement chimique, le niveau du mixte, de l'union intime des différents éléments, les instruments mécaniques ne peuvent diviser, ne peuvent atteindre ce niveau. Donc, comme le dit Diderot, avec des ciseaux, vous pourriez essayer de découper les grappes d'abeilles infiniment unies, toutes petites, mais surtout munies par la puissance chimique du mixte, mais vous n'y arriverez pas. On voit ici que Diderot suppose qu'il existe au sein même des particules moléculaires non seulement certaines forces, mais aussi une certaine capacité à s'associer et à s'associer de certaines manières et pas d'autres, ou plutôt de certaines manières plutôt que d'autres. Sans le dire très clairement dans le rêve, c'est plus clair dans d'autres textes, Diderot en fait s'inspire ici des affinités chimiques ou de ce qu'on appelle la table des rapports. Alors je vais dire un mot de cette table, ce n'est pas quelque chose qui est forcément connu de tout le monde ici. Cette table remonte à un mémoire de l'Académie des sciences de 1718 de Geoffroy, et en fait elle organise l'ensemble des substances connues, ou potentiellement l'ensemble des substances connues, dans une table qui est une table d'union et qui distingue des degrés d'union. Donc, par exemple, vous avez une substance métallique et vous allez l'associer à, par exemple, un acide et vous allez mettre cela dans un récipient et ça va créer une combinaison qui est aussi ce qu'on appelle un mixte. Si vous mettez une autre substance, par exemple un autre acide, qui a plus d'union, appelons B hein, pour simplifier cet acide, qui a plus d'union que l'acide A avec la substance métallique, alors vous aurez une précipitation, le premier acide va tomber au fond et il va y avoir un autre mixte. Ça suggère deux choses. C'est que non seulement les substances peuvent s'associer, mais qu'elles ont des tendances privilégiées à s'unir avec certaines plutôt qu'avec d'autres. Alors, deux remarques importantes. C'est pour cette raison-là que les chimistes comme Venel et que Diderot refusent le modèle gravitationnel. Parce que dans le modèle gravitationnel, c'est la matière en général qui est concernée et il n'y a pas de tendance plus marquée pour tel ou tel type de matière. C'est simplement une loi qui dépend de la masse et de la distance. Ici, Diderot refuse l'application, donc par exemple contre Buffon, de la loi gravitationnelle aux affinités, parce que tout simplement pour les affinités, on ne peut pas avoir une seule loi. Ça suppose en fait aussi
de ne pas en rester à la question que j'appelais tout à l'heure nomologique. On ne peut pas avoir seulement une loi en se disant on ne sait pas trop où, entre guillemets, hein, où est la force. Là, il faut se poser la question et on est obligé chimiquement de se la poser parce que ce n'est pas qu'il y a de l'union d'une manière générale, mais c'est que certains corps s'unissent plus avec certains corps. Donc on a évidemment tendance à penser que c'est en raison des propriétés intrinsèques de ces deux corps. La deuxième remarque qui est très intéressante, c'est que puisque c'est une union, on est face à deux voies. Soit on considère que la tendance est inhérente à un seul des deux corps, c'est ce qu'on a pu penser, par exemple, on va dire l'acide va attaquer le métal, c'est l'acide qui attaque le métal. Mais dans la chimie, que connaît très bien Diderot, qui est celle de Venel, en fait, la dissolution est une action réciproque. C'est un mot de Venel, une action réciproque. D'Holbach ne dit pas autre chose dans certaines de ses traductions d'ouvrages chimiques. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas l'acide qui attaque le métal. Il faut dire aussi que c'est le métal qui attaque l'acide, si on veut. Vaut mieux éviter d'ailleurs le verbe attaquer. Il faut dire que c'est une interaction. Donc ça signifie qu'il va falloir penser cette action des substances comme une action réciproque. Alors, ça amène Diderot à élaborer, je crois, un certain nombre d'analyses très intéressantes. Alors, elles sont pas, c'est ça la difficulté pour nous, elles ne sont pas tellement, je dirais, organisées d'une manière suivie. Donc, on va trouver des pièces dans les éléments de physiologie, dans le rêve de d'Alembert, dans les principes philosophiques sur la matière et le mouvement, et puis quelques, je dirais aussi, principes déjà dans les pensées sur l'interprétation de la nature. Alors, c'est moi qui vais ici, pour les besoins pédagogiques de l'exercice, présenter une sorte de cadre un petit peu plus unifié. Et évidemment, il faut se méfier aussi de cela chez Diderot, mais je crois respecter quand même les textes et je ferai des références, faute de temps, pas de citation, mais des références précises. Alors, je vais retenir trois idées. La première, c'est que j'ai dit les qualités de la matière. En fait, c'est une première approche qu'il faut corriger. Ce sont les qualités des matières. Diderot va prolonger les chimistes comme Venel, qui considèrent que la matière est un concept abstrait, et que ce qui existe, ce sont des matières, c'est-à-dire des substances élémentaires, donc par exemple le feu, l'eau, l'air et la terre, pour les chimistes comme Rouelle et Venel. Diderot, lui, est prêt à ouvrir la liste à encore d'autres substances. Et Diderot est aussi prêt à considérer que finalement, non seulement les éléments, mais certains mélanges de ces éléments, donc des mixtes, sont aussi en quelque sorte des matières qui sont distinctes par leur qualité intrinsèque. Premier point. Deuxième point, il faut considérer que parmi les propriétés de ces matières, il y a quelque chose qu'on va commencer à appeler de l'énergie. Cette énergie va à la fois se manifester par des déplacements, des bouillonnements ou par des unions. L'union d'un acide et d'un métal, c'est aussi un déplacement, mais va se manifester aussi par des mélanges, ce qui est encore autre chose. C'est-à-dire que là, dans un mélange, on n'a pas simplement un déplacement, on a un changement de propriété. Les deux corps séparés n'ont pas les mêmes propriétés que quand ils sont mélangés. Mais plus fondamentalement encore, on va considérer que ces effets-là, que ce soit les mélanges ou que ce soit les déplacements, renvoient à une énergie potentielle qui aurait une certaine inhérence dans ces matières. C'est là que, troisièmement, ça pose une question qui est encore une question importante de philosophie de la chimie aujourd'hui, petite parenthèse, c'est la question de savoir si les propriétés chimiques les plus intéressantes sont celles de l'élément ou celles du rapport de l'interaction entre l'élément et un autre. Diderot ici, je crois, alors que ça semble contradictoire, offre l'intérêt d'une prise en charge, enfin, je vais plutôt changer la phrase, ça sera mieux, nous propose une prise en charge intéressante des deux dimensions. Donc, d'une part, il y a en tout élément un certain nombre de propriétés fondamentales. Je crois qu'on peut en repérer deux, une tendance au mouvement et une tendance à la sensibilité. Tout élément matériel tend à se mouvoir, étant, ça c'est universalisable, étant sous certaines conditions, ça dépend d'un certain nombre de contextes, à actualiser sa sensibilité. Mais on trouve chez Diderot aussi l'idée que cette tendance, notamment à la sensibilité, peut se décliner dans des degrés différents. Autrement dit, il y aura non seulement une tendance avec la distinction entre le potentiel et l'actuel, mais il y aura aussi des états différents de cette sensibilité. Même chose pour le mouvement, il y a des formes de mouvement différentes. Diderot va aussi considérer, et ça c'est très important dans son approche du vivant, qu'il y a des propriétés qui sont bien propriétés, je dirais non pas de l'élément pris isolément, mais du tout. Donc par exemple, si on appelle sensibilité la tendance à la sensibilité, c'est présent universellement. Mais si on appelle sensibilité une certaine réactivité typique du vivant, ça n'est présent
que dans l'organisme. Autrement dit, quand les éléments ont été associés d'une certaine manière. Ça permet donc à Diderot de considérer, c'est par là que j'avais commencé, et j'y reviens pour terminer, que les qualités de la matière ne sont pas des qualités que la matière a toujours. Ce n'est pas une conception essentialiste de la qualité. Ce ne sont pas des qualités qui définiraient la matière. Nous ne sommes pas dans une philosophie qui se demande ce qu'est la matière, en quelque sorte. Pourtant, nous sommes bien dans une ontologie de la matière. Mais ça signifie que cette ontologie ne va pas se demander ce qu'est d'une manière éternelle la matière, mais plutôt si on peut attribuer à la matière des qualités dont la manifestation sera toujours variée. Autrement dit, comment on traque les qualités de la matière? En quelque façon, ça n'est pas par une recherche conceptuelle qui attribuerait une propriété à une entité. C'est plutôt en scrutant un certain nombre de relations, de différences, et en les considérant comme des variations de quelque chose, que nous allons pouvoir le faire. Autrement dit, si nous attribuons le mouvement à la matière, ce n'est pas parce que la matière aura toujours le mouvement et le même mouvement. Si nous attribuons le mouvement à la matière, c'est parce que on peut considérer que les différents mouvements manifestent de différentes manières, avec différents états et avec différents degrés, quelque chose qui est inhérent à la matière. Alors c'est pour ça, je termine par là, que je propose d'appeler ça des qualités opérationnelles. Pourquoi opérationnel ici insiste sur deux choses. Premièrement, qu'il y a toujours une interaction. Nous ne pouvons jamais avoir une matière prise en elle-même, une substance prise en elle-même, encore moins avoir la matière en quelque sorte devant nous comme concept parfaitement identifié. Nous avons plutôt devant nous, dans le laboratoire ou l'expérience courante, des interactions. Autrement dit, il faut considérer que les qualités sont à la fois évidemment à rapporter à des entités, mais sont à rapporter à des relations. La deuxième chose qui est intéressante dans le terme d'opérationnel, c'est qu'on insiste sur le fait que la relation est une action. Je maintiens bien cette idée d'action, action réciproque, mais action. C'est-à-dire que Diderot considère qu'il y a bien quelque chose dans les éléments qui agit. Donc on n'est pas dans un phénoménisme où on se contenterait de dire il y a des lois, mais il n'y a pas de force derrière, où il faut se méfier du concept de force. Enfin, la troisième chose que je crois importante dans cette idée d'opération, c'est que cela permet aussi de comprendre la fécondité, c'est-à-dire que ça produit quelque chose. Ce n'est pas simplement qu'il y a des effets, mais c'est qu'il y a aussi des êtres qui peuvent naître, des nouveaux types de mélanges, des nouveaux types de combinaisons, et aussi des êtres comme le vivant qui peuvent naître de ces qualités opérationnelles. Le dernier point qu'on pourrait aussi souligner, mais il est moins ontologique celui-là, il est plus épistémologique, c'est que par opérationnel, on peut aussi marquer que c'est par certaines expériences, pas seulement par certaines observations, mais par certaines expériences, comme celle du chimiste, que nous pouvons mieux comprendre cette dimension opérationnelle. Alors, je conclus en un mot. Ce que je voulais proposer, c'est donc une analyse qui essaie à la fois de montrer à quel point Diderot assume clairement une position tout à fait distincte et même en large part opposée aux lectures traditionnelles de la révolution scientifique et à, par exemple, encore, ce que d'Alembert présente comme épistémologie inspirée par la mécanique rationnelle, mais aussi, je voulais montrer que c'est quelque chose qui est original et nouveau et fécond parce que ça n'est pas un retour en arrière ou une conservation de quelque chose. C'est un travail très original qui suppose aussi de bien comprendre que Diderot est parfaitement conscient des problèmes que poserait une réhabilitation un petit peu archaïque des qualités telles que par exemple, on pourrait le faire en remettant en avant un Paracels ou un Van Helmont. Donc, ce n'est pas cela qu'il nous propose. C'est quelque chose qui me semble plus original et c'est pour ça que j'ai proposé ce concept de qualité opérationnelle de la matière. Je vous remercie. Désolé pour les problèmes de connexion. J'espère que ça a été mieux vers la fin. Merci François pour cette très belle présentation. Alors, on ne va pas avoir le temps de prendre beaucoup de questions. Juste, comme je suis passé très vite au début, je remercie bien tous et qu'aussi d'autres participants sont arrivés entre-temps. Je remercie bien tout le monde d'être là. Et alors, je vais poser la question de Gerhardt qui demande... Putain, j'arrive pas à lire. Qui demande, pardon, Diderot adhère-t-il au concept leibnizien de force vive, défendu notamment par Madame du Châtelet, mais réfuté définitivement par d'Alembert dans les éléments de philosophie? Merci. C'est une bonne question. En fait, je pense qu'ici, il y a
une dissociation entre deux plans dès 43 et à nouveau en 58 dans son traité de dynamique. D'Alembert, en fait, considère que la distinction leibnizienne et le débat avec Descartes ne sont plus pertinents. Considérer encore qu'il y a des forces vives peut sembler effectivement un peu archaïque. Mais je crois qu'en fait, pour Diderot, le débat n'est plus strictement mécanique ou physique. C'est une distinction qui a une fécondité, je dirais, ontologique et épistémologique plus large. Donc ça permet à Diderot de transposer la distinction physique vers, par exemple, des questions plutôt chimiques ou physiologiques. Je crois d'ailleurs que c'est généralisable. Diderot s'intéresse beaucoup à la physique, par exemple, aussi d'un Hobbes, d'un Spinoza, physique du conatus, physique donc de l'effort, physique de la tendance à, alors qu'il sait bien que, je dirais, sur un plan technique, ces physiques ne sont plus les plus avancées. Donc je crois que ici, c'est assez frappant de voir à quel point les concepts leibniziens peuvent être renouvelés, déplacés, sans forcément que ça implique qu'on se situe sur le plan technique, scientifique, exactement dans la lignée leibnizienne. D'accord, merci. Et alors, il y a une autre question de Léo. Alors, vous avez dit qu'en chimie, d'autres forces que les forces mécaniques agissent, en nous signalant que dans le rêve, Diderot utilisait la métaphore du ciseau pour l'indiquer. Mais il y a deux passages. Le premier, c'est d'Alembert qui affirme que le ciseau d'un statuaire ne ferait pas un épiderme. Le second, c'est d'Alembert relayé par Bordeu qui demande à Lespinasse de couper le continu jusqu'au polype. Pourriez-vous repréciser? Oui, alors, c'est l'exemple avec le continu hein, que je prenais ici. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait dire, le déplacement profond que Diderot opère par rapport à l'image de la grappe d'abeille, hein, qui, par exemple, chez Bordeu, elle existe aussi chez Maupertuis, est une image de l'illusion du continu. Hein, c'est-à-dire, on a l'impression de loin qu'une grappe d'abeille attachée à un arbre a une continuité. Et en fait, quand on regarde de plus près, on voit que c'est un amas, c'est un agrégat. Diderot va se demander comment, par la pensée et par l'imagination, passer de l'agrégat, donc du contigu au continu. Et pour ce faire, il utilise des opérations qui sont mentales et chimiques. Donc on imagine qu'on amollit les pâtes, qu'on soude en quelque sorte ces pâtes, on imagine qu'on accède à un degré d'union plus puissant, et c'est à ce moment-là que les ciseaux ne pourront plus rien. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas simplement la question de savoir si on produit du continu en faisant des abeilles infiniment petites. C'est plutôt le fait qu'on les a unies d'une certaine manière, c'est ce que les chimistes appellent l'union mixtive, c'est l'union la plus forte, et cette union est considérée comme n'étant par nature pas mécanique. Et donc, en fait, un instrument mécanique n'y pourra rien. Pour simplifier, on peut dire qu'un instrument mécanique peut subdiviser une substance en agrégats qui sont de même nature que la substance, des parcelles d'or, par exemple, hein, des petits morceaux d'or, alors que le chimiste, lui, pourra diviser l'or, hein, sachant que nous savons que l'or est un élément, mais que les chimistes du 18e pensent que l'or est un composé. Ok, merci. Alors, je suis désolé, mais pour éviter de trop décaler la journée, je ne vais pas prendre d'autres questions. Par contre, comme je le disais,